qui vient de se passer récemment. En définitive, d'un côté, Netanyahou vous dit il fallait faire la guerre parce que le nucléaire allait arriver, enfin ils allaient avoir la bombe. Alors moi je vais vous dire, sans parler de mon passé, en 2002, j'ai déjà entendu les Israéliens me dire ils auront la bombe dans les 6 mois. On est en 2026. Tous les professionnels du nucléaire vous diront que lorsqu'on vous raffine, on améliore, si vous voulez, l'uranium, on enrichit l'uranium, eh bien, lorsqu'on est à 60%, pour passer au degré de la bombe à plus de 90%, et ensuite mettre au point le détonateur et le reste, ça se fait pas en un jour. Donc, on est déjà sur un mensonge émonté. L'arrivée de la bombe n'était pas pour demain matin. Donc pourquoi ont-ils lancé la guerre maintenant? Pourquoi ils l'ont pas lancée au moment des révolutions populaires? Ça aurait été logique. Et alors on découvre par les informations qui sortent de partout, et en particulier du Mossad et de la CIA, c'est que ils ont décidé d'intervenir, en définitive, quand ils ont appris qu'il y avait l'état-major, tout l'état-major de l'Iran qui allait se réunir, et ils ont dit, on va bombarder le lieu où ça se passe, et effectivement, bah, ils vont balancer 30 bombes. Et évidemment, eh ben, ça va détruire, bien sûr, tous les immeubles de la zone, mais bien sûr, ça va tuer tous les gens qui sont dedans. Alain Juillet, ce que nous vivons aujourd'hui finalement, est-ce que ça ne revient pas à la base, à la source de l'attaque du Hamas du 7 octobre contre les Israéliens? Il faut reprendre les bases de cette affaire. Si vous voulez, d'un côté, le Hamas, effectivement, lance une attaque très violente, c'est le moins qu'on puisse dire, avec tout un cortège d'horreur à côté, donc le 7 octobre. Mais nous savons que quelques jours avant, le Hamas rencontre des dirigeants iraniens et discute avec eux en annonçant ce qu'ils vont faire. Il y a effectivement ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire les soutiens des Iraniens tout autour de l'Iran, qui sont dans le coup de ce qui va se passer à Gaza. De l'autre côté, il faut savoir que Netanyahou, lui, est dans une situation extrêmement compliquée au niveau d'Israël à cette époque-là, puisque la justice le poursuit pour corruption et tout le monde sait qu'il va être condamné, parce qu'il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Lui a intérêt à faire la guerre, ou à créer des conditions qui fassent qu'il se maintient au poste de Premier ministre et qu'il n'en parte pas. Parce qu'à ce temps qu'il est Premier ministre, on ne peut pas évidemment le condamner. Et le troisième élément, c'est que depuis l'arrivée au pouvoir de Netanyahou, maintenant il y a plus de 15 ans, Netanyahou a toujours dit que son objectif était d'agrandir Israël, c'est-à-dire ce qu'on appelle Eretz Israël, et c'est une vision dans laquelle, évidemment, Gaza, la Cisjordanie et une partie des pays autour fait partie d'Israël. Donc, si vous voulez, il y a eu d'un côté une volonté de s'étendre qui a toujours été chez Netanyahou une réalité. Il y a d'autre part le fait qu'il a des problèmes personnels. Et de l'autre côté, il y a le Hamas qui décide de faire une opération d'attaque contre Israël très importante le 7. Bon. Qu'est-ce qui se passe le 7? Parce qu'il faut quand même juste rappeler ça, c'est que d'après ce qu'on sait, le Hamas avait prévu une attaque contre des colonies israéliennes, enfin contre des kibbutz, qui sont perçus par eux comme des colonies israéliennes, et de deux bases militaires, une qui dépendait du Mossad et une autre qui était une base plus classique, je dirais. L'opération se lance et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe un événement totalement imprévu. Il y a une rave party juste à côté de la frontière. Et c'est ça qui va faire basculer cette opération en quelque chose d'épouvantable. On va assister à un massacre, on va assister à des kidnappings, on va assister à quantité de choses. Donc, si vous voulez, ce qui était une opération de guerre contre Israël se transforme en un assassinat à grande échelle. Bon, évidemment, c'est inacceptable, insupportable pour tout le monde. Et Netanyahou va rebondir là-dessus. Là, c'est là, l'homme est intelligent. Il est un cynisme absolu, mais il est très intelligent. Il va rebondir là-dessus en disant bon bah, c'est l'occasion unique qui m'est offerte de revenir à Gaza, dont un de ses prédécesseurs, Sharon, avait lâché, puisque Gaza était déjà occupé, si vous voulez, par des colonies, et Sharon avait pensé qu'il valait mieux donner un territoire à côté de la Cisjordanie, un autre territoire aux Palestiniens, et il avait dit on va vous donner Gaza. Et là, c'est le contraire qui se passe, si vous voulez. Bon, Sharon, c'est visiblement, il a eu un foyer, il a créé un foyer de troubles
à Gaza, hein, et bien sûr, Netanyahou va en profiter et on va avoir cette guerre de Gaza. Pour Netanyahou, si la guerre de Gaza s'arrête, il est mis en difficulté. Donc il va falloir qu'il aille plus loin. Alors il va aller vers le Hezbollah, premier temps de l'opération. Au Liban. Dans un deuxième temps de l'opération, il va attaquer les bases nucléaires iraniennes, mais il faudra qu'on en reparle parce qu'il faut là-dessus, il faut préciser un certain nombre de choses. Et comme il n'arrive pas, avec ses avions et son matériel militaire, malgré sa puissance, il n'arrive pas à anéantir la partie nucléaire, il va demander aux Américains de donner un coup de main. Ça va être le bombardement de Fordo. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Les Américains et les Israéliens ne veulent pas que ça s'arrête là. Ils ont fait un bombardement, ça n'a pas bougé en Iran. Donc ils vont encourager des manifestations populaires. Alors vous allez me dire, oui, comment c'est spontané? Pas du tout, c'est pas spontané du tout. Et comment on le sait? Eh bien, les gens étaient équipés avec des antennes Starlink fournies par l'équipe d'Elon Musk. Et quand vous êtes en Iran, hein, eh bien, vous recevez pas des antennes Starlink mises au point par Elon Musk pour rien. C'est qu'il y a une manipulation par des puissances étrangères, en l'occurrence les Américains, bien sûr, et les Israéliens, pour fomenter ces troubles. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être une répression épouvantable. Bien sûr, les Occidentaux ont dit 30 000 morts, bah, d'autres commentaires vous disent qu'il y en a eu 15 000. De toute manière, c'est une horreur. 15 000 morts ou 30 000 morts, c'est une horreur. Surtout que ce sont des gens qui manifestaient dans la rue pacifiquement ou à peu près. Donc, une horreur absolue. Et là, qu'est-ce qui va encore se passer? On pouvait penser que, profitant de ce soulèvement populaire, certes organisé, un peu comme les printemps arabes quelques années plus tôt, il aurait dû avoir une réaction, c'est-à-dire un appui des Américains ou des Israéliens de cette révolution populaire ou cette tentative de révolution populaire. Or, c'est pas du tout ce qui va se passer. Alors, pas pour les jeunes qui nous écoutent, mais pour des gens comme moi, ça me rappelle la Hongrie. La Hongrie, à l'époque de l'Union soviétique, où les Américains de la CIA ont encouragé d'une révolution, une tentative de révolution en Hongrie, qui a été extrêmement dure, hein, où effectivement les rebelles ont pris le pouvoir avec Imre Nagy, hein, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ensuite, l'armée rouge arrive avec ses chars, et là, il n'y a plus d'Américains, il n'y a plus personne. On évacue les types de la CIA, et on laisse les malheureux Hongrois, qui de 56 à 90 vont se retrouver de nouveau sous le joug soviétique, mais en payant très cher le fait d'avoir eu l'idée d'être indépendant. On encourage les gens à faire un certain nombre de choses, et puis après, ça ne suit pas. Et alors, qu'est-ce qui vient de se passer récemment? En définitive, d'un côté, Netanyahou vous dit il fallait faire la guerre parce que le nucléaire allait arriver, enfin, ils allaient avoir la bombe. Alors moi, je vais vous dire, sans parler de mon passé, en 2002, j'ai déjà entendu les Israéliens me dire ils auront la bombe dans les 6 mois. On est en 2026. Tous les professionnels du nucléaire vous diront que lorsqu'on vous raffine, on améliore, si vous voulez, l'uranium, on enrichit l'uranium, hein, eh bien, lorsqu'on est à 60%, pour passer au degré de la bombe à plus de 90%, et ensuite mettre au point le détonateur et le reste, ça se fait pas en un jour. Donc, on est déjà sur un mensonge émonté. L'arrivée de la bombe n'était pas pour demain matin. Donc pourquoi ont-ils lancé la guerre maintenant? Pourquoi ils l'ont pas lancée au moment des révolutions populaires, ce qui aurait été logique? Et alors on découvre, par les informations qui sortent de partout, et en particulier du Mossad et de la CIA, c'est que ils ont décidé d'intervenir, en définitive, quand ils ont appris qu'il y avait l'état-major, tout l'état-major de l'Iran qui allait se réunir, et ils ont dit, on va bombarder le lieu où ça se passe, et effectivement, ben, ils vont balancer 30 bombes. Et évidemment, eh ben, ça va détruire, bien sûr, tous les immeubles de la zone, mais bien sûr, ça va tuer tous les gens qui sont dedans. Effectivement, ils ont, on va dire, sauté sur l'occasion de couper la tête des leaders politiques, religieux, économiques iraniens.
Mais ils auraient pu se contenter de s'arrêter là, c'est-à-dire qu'on a connu, ils ont déjà tué des grands leaders iraniens ou des proxys, l'hélicoptère qui était tombé en Azerbaïdjan avec le président iranien. Et finalement, au lieu de s'arrêter là, eh ben ça y est, ils sont partis en guerre, on peut dire qu'ils sont partis en guerre. Et ce qui est assez étonnant, parce que nous avions, alors pour le coup, nous avions expliqué la stratégie de défense américaine présentée par le président Trump, et nous avions compris, et c'est ce que nous avions expliqué à nos membres, que le président Trump, sa stratégie, c'était la paix à tout prix, et la paix par la force. Mais là, est-ce qu'on s'est trompé dans l'analyse, ou pourquoi le président Trump est parti en guerre? Trump a été élu, c'était en définitive pour faire la paix dans le monde, pour ramener la paix dans le monde et se recentrer sur les États-Unis. Donc, il avait plein de républicains qui ont dit formidable, c'est ça qu'il nous faut. Or, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que dans l'affaire iranienne, Trump s'est lancé dans une affaire, on va y revenir si vous voulez sur le plan de la durée de la guerre, mais une affaire extrêmement compliquée où une partie de son électorat est contre lui. Alors une partie des MAGA qui ont voté pour lui pour la paix disent mais attendez, on s'est fait tromper parce qu'il nous a promis la paix et il est en train de nous faire la guerre. Alors ça c'est très important parce que en France le président, il faut bien le dire, parce que c'est un monarque républicain, le président français. Bon, le président français, il peut faire un peu ce qu'il veut. Aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Aux États-Unis, au bout d'un mois, en gros, le président doit demander l'autorisation au Congrès de pouvoir continuer la guerre. C'est pas du tout la même chose. Or, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dont personne ne parle? C'est qu'au Congrès, une partie de sa majorité républicaine est contre la guerre en Iran et votera contre la poursuite de la guerre. Donc en définitive, le président est coincé puisque il sait que dans quelques semaines, il va devoir, c'est la loi, aller devant le Congrès et le Congrès va lui dire on est contre la guerre, il faut arrêter. Donc il est dans une impasse, si vous voulez. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'en face, ils le savent. Les Iraniens savent très bien que c'est une course à l'épuisement, certes, des combattants, mais dans laquelle, au bout d'un certain temps, la herse va tomber, le vote du Congrès américain. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, comment Trump a pu tomber dans ce piège-là? J'avoue que j'ai du mal à comprendre, même si on sait que Jared, son gendre, qui était un des négociateurs avec l'Iran, Jared est très copain avec Netanyahou, on dit il y a quand même un truc, c'est pas normal qu'ils aient cédé comme ça, ou qu'ils soient tombés dans le piège de cette opération. Et là, aux États-Unis, actuellement, il y a un certain nombre de journalistes qui commencent à dire mais est-ce qu'en définitive, Trump n'est pas tenu par Netanyahou à travers l'affaire Epstein? Jeffrey Epstein, tout le monde le sait, c'est dans les documents, il était en liaison permanente avec le Mossad. Et il avait succédé dans ce cadre-là à Maxwell. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'en définitive, est-ce que le président Trump ne serait pas sous contrôle ou sous pression, je dirais, des Israéliens à travers l'affaire Epstein? Alors ça, c'est une vraie question. J'avoue que j'ai du mal à y croire parce que je pense que l'homme est très intelligent et ne se laisserait pas prendre dans quelque chose comme ça. Mais dans la négociation qui avait lieu sous le contrôle du sultanat d'Oman, il y a eu des fuites qui ont été faites sur où ils en étaient arrivés. Et ils en étaient arrivés à quoi? Sur le nucléaire, ils étaient d'accord pour ne plus enrichir le nucléaire au-dessus du niveau pour faire de l'électricité, et les stocks de nucléaire, d'uranium enrichi, étaient envoyés vers un pays étranger. D'ailleurs, la Russie avait proposé d'héberger ces stocks, pas de les toucher, mais de les héberger. Sur le pétrole, ils s'étaient mis d'accord avec les Américains pour pouvoir continuer à exporter leur pétrole, mais en accord avec les Américains. On parle d'une royalty qui aurait été payée sur le pétrole. Bon. Donc ils avaient, dans tous les domaines, ils s'étaient mis d'accord avant la guerre. Il y a un domaine sur lequel les Iraniens ne voulaient pas céder, c'était les missiles. En disant, vous nous enlevez la bombe, c'est déjà pas normal, puisque les Israéliens l'ont, les Pakistanais l'ont, pourquoi l'on l'a pas? Mais au moins laissez-nous les missiles, qu'on puisse se défendre. Et bien sûr, les Américains
Bon, ils disent attention, vos missiles, ils vont trop loin parce qu'ils peuvent toucher la Sicile et la Grèce, hein, donc un peu trop loin. Bon, mais c'est sur les Israéliens qui ne voulaient pas entendre parler des missiles. Donc on voit que dans la négociation, c'est la position israélienne qui a été prise en compte. Voyez? Donc, ça pose plein de questions, mais ce qui m'a beaucoup gêné, c'est la déclaration de Marco Rubio, le patron du ministère des Affaires étrangères, on peut dire américain, et qui a dit, oui, c'est vrai, on a été incité par les Israéliens. Et à quoi tout de suite Trump a répondu, bien entendu, oh non, pas du tout, c'est moi qui ai décidé. Bon, ça, c'est le personnage. Bon, mais le fait que Marco Rubio ait lâché ça montre quand même que c'est un des éléments du problème.